Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va essayer de vous exposer les principales qualités qu'on a jugées intéressantes, en tout cas d'avoir en tant qu'investisseur crypto, avec Théo, Mickaël et tous ceux que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Ça fait plusieurs années justement qu'on investit dans le domaine des crypto-monnaies. À l'heure où on tourne cette vidéo, ça fait plus de 5 ans qu'on a décidé de placer notre argent justement sur cette nouvelle classe d'actifs. Et avec l'expérience, avec justement le retour qu'on peut avoir jusqu'à présent, on a réussi à identifier certaines qualités qu'on a jugées intéressantes d'avoir en tant qu'investisseur crypto. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vais commencer peut-être par une première qualité que je vais commencer éventuellement à présenter. Puis après, Théo, si tu veux la compléter, tu pourras le faire au fur et à mesure. Moi, je trouve que la première, la plus importante aujourd'hui que je trouve, c'est tout ce qui est lié à l'humilité dans le domaine des crypto-monnaies. Je trouve que au départ, quand on commence, on a plein de certitudes, on a plein de manières, on va dire, de se dire c'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est pas autrement. Ce projet-là, il va forcément révolutionner ce secteur d'activité, etc., etc. Et plus on avance, plus on se renseigne sur le sujet en question, plus on va commencer à rencontrer des nouvelles personnes, plus on va commencer à lire des articles, à se former. Moins on a de certitudes, plus on va avoir des interrogations et plus on se rend compte justement que la réalité des choses sont bien plus complexes que celles qu'on aurait pu penser au départ. C'est d'ailleurs là aussi d'où provient le syndrome de Dunning-Kruger. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne à ce propos qui expliquait justement ce phénomène-là, que la plupart des débutants, quand ils commencent, ils vont avoir plein de certitudes parce qu'ils vont avoir peut-être lu quelques bouquins ou regardé quelques vidéos sur YouTube, et puis ils vont avoir l'immensité en fait de ce qui va se présenter devant eux. Et puis derrière, quand ils vont échanger avec d'autres personnes qui sont pas forcément dans le domaine, par exemple, des crypto-monnaies, forcément, en ayant lu peut-être un ou deux bouquins dessus, on en sait plus que 99% des gens. Mais derrière, euh, ce, 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 cette manière, on va dire, d'opérer et de fonctionner, ça va créer un biais de confirmation, un biais aussi de surconfiance en nous, et ça va nous amener à prendre par la suite des mauvaises décisions parce que par la suite, quand on est en plein bull run, tout le monde est super bon, tout le monde gagne de l'argent, et après il y a la grosse claque qui arrive en bear market où finalement on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que ça pourrait, que ce qui en a l'air. Et derrière, on est amené à se remettre en question et peut-être revoir notre stratégie au fur et à mesure, quoi. Ouais, mais après, ça l'humilité, c'est un truc hyper important. Après, je pense que ça s'acquiert aussi avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu commences à rentrer dans cet écosystème ou dans l'investissement en général, idéalement, tu te renseignes un peu, hein, tu lis deux, trois bouquins, tu regardes deux, trois vidéos, tu vas peut-être à des séminaires, voilà, pour apprendre un peu plus. Et c'est vrai que tu peux avoir l'impression, enfin, ça dépend comment c'est tourné, de connaître le principal de ce qu'il y a à connaître. Je sais pas, tu t'es rentré depuis 2 semaines et puis tu as l'impression de te connaître le principal. Même si des fois dans la crypto, tu peux vite déchanter parce que dès que tu commences à rentrer un peu dans les white papers, à lire la partie surtout technologique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu maîtrises pas du tout au final. Mm. Après bon, sur l'aspect peut-être voilà comprendre les price action, il y a souvent aussi beaucoup de scénarios, beaucoup de schémas narratifs qui sont propulsés plus ou moins avec force. Donc bon, s'il y en a un qui est dominant, on peut se dire ah ben oui, le stock to flow, il annonce que 1 an, 2 ans après le halving, il va se passer tel événement, il va y avoir un petit overshoot. Ça s'est toujours passé comme ça sur les 3 derniers cycles, donc ça va se passer aussi là comme ça. Donc le Bitcoin à 100K. Grosso modo, c'est un des schémas narratifs Mm. qui prédominait, bon, qui a été totalement rompu. Mais c'est vrai que quand on arrive avec bon, si on n'est pas si on est un peu débutant, qu'on voit ces schémas, ces cours avec des gens qui vous expliquent, qui ont l'air très sûrs d'eux, bon, on a vite tendance à tomber là-dedans et à prendre des décisions. Et je disais aussi par rapport à l'expérience, parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi aller voir des investisseurs qui sont pas forcément liés au domaine des crypto-monnaies, plus peut-être au domaine traditionnel, parce ils ont aussi plus de recul et je pense qu'ils ont des choses à dire. Je pense notamment à Howard Mark, non, Ouais. dans son livre sur le cycle des marchés, où il y a Pamarès, un gérant de fonds espagnol, il y a Rick Rules il est plus sur les commodities, donc des domaines assez divers. Et au final, c'est tous des gens qui disaient au début, il y avait un peu voilà cette surconfiance du jeune qui débute, voilà, qui a envie de bouffer le monde, de faire des résultats, qui en plus peut-être a la chance d'avoir identifié ou d'être tombé dans un moment d'un cycle, alors soit sur les commodities, sur les métaux précieux, soit dans le domaine des actions, certains types d'actifs financiers ou véhicules d'investissement dans tous les cas qui fonctionnent bien pour eux, et du coup avec des premières réussites assez tôt dans leur parcours d'investissement, et du coup aussi une surconfiance, et du coup
après des échecs qui commencent à arriver, bien évidemment, parce que du coup, quand ça marche bien, on se sent intelligent. Quand on est dans le bon sens, il y a tout qui monte. Bon, tu te dis, ouais, j'ai investi, je fais de l'argent. Bon, pour l'estime de soi, c'est pas mal. Et puis, t'as l'impression d'être intelligent. Et après, au final, il y a tous ces mecs-là. Il y a une claque d'humilité qui leur est arrivée dans la tête assez rapidement, avec, voilà, soit des pertes. Bon, ça les a pas mis dans le trou, mais bon, ça les a mis assez mal. Et du coup, au final, t'as des gens qui ont 20, 30, 40 ans de carrière dans l'investissement. Et au final, on se rend compte, quoi, il y a cette humilité de se dire, bon, de toute façon, j'arriverai pas à timer le bottom, j'arriverai pas à timer. Moi, quand ça commence à devenir vraiment la folie, quand ça commence à prendre des gros multiples, au final, eux, ils sont déjà sortis, mais au moins, ils ont récupéré leur capital et leur plus-value, ils ont fait de l'argent. Et il y a beaucoup d'époques aussi où ils font rien du tout, c'est-à-dire qu'avec le recul, ils se sont dit, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance tous à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi au début, c'est de se dire, il faut faire des choses, il faut faire des trades, il faut bouger, il faut investir, il faut vendre, il faut acheter, alors que il y a beaucoup de fois, et la plupart du temps, le meilleur à faire, c'est rien faire, parce que là où il y a le plus gros des résultats, c'est soit quand on est aux extrêmes des cycles, c'est-à-dire soit quand on est au fin fond du bear market, où là il y a rien qui se passe, c'est pas intéressant, mais c'est plus intéressant d'acheter, et après vendre au plus près du pic, même si on n'arrivera jamais à vendre le pic, mais en deuxième partie de cycle aussi, on va dire grosso modo là où il faut prendre ses bénéfices. C'est vrai que ça peut paraître un peu facile à dire, on l'a pas toujours fait, on le fait pas toujours, mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel il faut essayer de tendre, cette mentalité-là, même si c'est des fois, voilà, on se fait rattraper, on a envie d'être un peu plus impulsif, on a envie de le faire, voilà, on dit pas qu'on le fait à chaque fois non plus, mais c'est bien de l'avoir en tête pour essayer de limiter les impulsions, surtout quand on commence, on a vite tendance à faire pas n'importe quoi, mais essayer de faire trop d'actions et avec trop de confiance dans tous les cas, et ce qui au final est contre-productif pour le long terme, quoi. Ouais, et puis ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où la plupart des gens, à chaque fois, j'ai remarqué, et la plupart des débutants, c'est ça, et nous au début, on était tombés aussi dans cette erreur, d'essayer d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. Tu peux arriver peut-être par chance à le faire peut-être une fois, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui sera reproductible. Et en essayant à chaque fois d'acheter au plus bas, revendre au plus haut, la plupart du temps, tu n'es absolument pas dans de l'anticipation par rapport au marché, mais tu es toujours par rapport à de la réaction. Tu vas mettre en avant tous tes biais cognitifs et tu as beaucoup plus de chances de prendre des mauvaises décisions. Ce que je dis tout le temps dans la plupart des vidéos qu'on publie sur la chaîne YouTube, c'est de dire aux gens que de toute façon, on ne pourra jamais s'en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Même si oui, tu n'as pas acheté au plus bas, tu n'as pas revendu au plus haut, à partir du moment où tu as sécurisé ton capital et tu as sécurisé des plus-values, c'était le deal, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, même des grosses boîtes qui géraient plusieurs milliards, sur le site précédent, on peut citer Celsius, on peut citer BlockFi, on peut citer FTX, 3 Arrow Capital, etc. C'est des boîtes qui géraient plusieurs milliards, qui se sont retrouvées dans des positions de faillite. Et donc, même des boîtes derrière qui géraient plusieurs milliards sont retrouvées dans des positions très compliquées et donc, au final, à avoir perdu de l'argent. Donc, on peut se dire, même théoriquement, si vous avez réussi à gagner 10 dollars ou 10 euros lors du précédent bull run, vous avez fait mieux que des traders, entre guillemets, professionnels ou des boîtes qui précédemment géraient plusieurs milliards parce qu'elles, pour le coup, elles ont tout perdu. Donc, il y a aussi ces prérogatives à avoir en tête et se dire que dans le domaine des crypto-monnaies, j'ai envie de dire, c'est un peu le dernier survivant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui vont essayer de faire du trading à effet de levier, qui vont essayer de prendre des risques démesurés, qui vont partir sur les starting blocks, c'est un peu comme une course. Tu as ceux qui vont démarrer en premier, puis derrière, tu as la tortue qui va essayer de faire attention à son risk management, qui va faire attention à son allocation d'actifs, qui va faire attention à tout ça, qui va se remettre en question. Et puis au final, qui certes n'aura peut-être pas des résultats extraordinaires par rapport aux autres, mais lui en tout cas, c'est celui qui va être présent sur la ligne d'arrivée. Et je pense que c'est un point super important à avoir en tête. Et quand je parle d'humilité, c'est aussi ce qu'on prêche et ce qu'on prône sur cette chaîne YouTube, de dire que c'est OK d'avoir, on va dire, certaines directives ou certaines idées sur des questions spécifiques, mais faire très attention aussi à la manière dont vous allez pouvoir vous renseigner, parce que, notamment si vous utilisez les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font en sorte de renforcer au maximum les biais de confirmation. Vous pensez typiquement que la Terre est plate, j'espère que c'est pas votre cas, mais si vous pensez que la Terre est plate, typiquement, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez avoir après du contenu qui va être uniquement axé là-dessus ou très fortement axé là-dessus. Donc, vous regardez des vidéos sur des gens qui vont vous expliquer pourquoi et comment la Terre est plate avec toutes les théories du complot, etc. Et derrière, tout le contenu qui va vous être proposé, ça va être par rapport à ça. Donc forcément, vous allez vous dire, la réalité, c'est forcément ça parce que c'est tout ce qu'on propose et c'est tout ce que je vois sur Internet. Non, c'est
qu'on propose à vous, justement, parce que l'objectif de YouTube, c'est de faire en sorte à ce que vous restiez le plus longtemps sur la plateforme. Parce que plus vous restez longtemps sur la plateforme, plus vous allez faire en sorte à ce que YouTube gagne de l'argent. Mais derrière, c'est absolument pas la réalité absolue. Et c'est ça aussi qui est difficile à faire et un peu de se faire mal, de se rechercher un peu à se faire du mal, c'est d'essayer d'aller rechercher des informations qu'on ne nous propose pas comme ça directement et de se dire, bah tiens, moi, si je privilégie le scénario, par exemple, comme quoi le Bitcoin, ça va être celui qui va être forcément là sur la ligne d'arrivée, je vais essayer de trouver des personnes qui sont absolument pas d'accord avec ça et essayer de confronter éventuellement mes idées. Ça ne veut pas dire que ça va me faire changer d'avis et ça ne veut pas dire que tous les arguments seront bons à prendre, mais je trouve que c'est toujours important d'avoir un esprit ouvert, d'avoir un esprit qui soit le plus objectif possible, parce que comment on peut avoir un esprit qui soit le plus objectif possible euh, en étant capable de mesurer les risques de la meilleure manière possible, si justement on n'est pas ouvert aux nouvelles idées et si on n'est pas ouvert à une nouvelle manière éventuellement de voir les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, c'est développer, pardon, c'est développer son esprit critique. En gros, c'est une denrée qui se fait un peu rare, mais c'est vrai que ça fait pas forcément. Faut se faire un peu violence pour aller chercher du contenu qui va même des fois à l'encontre de ce qu'on pense, pour essayer de voir quand même s'ils ont des arguments. Ça reste pas facile. Et on dit pas encore une fois qu'on le fait tout le temps nous aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Parce qu'avec le recul, c'est vrai qu'on a vite tendance, comme tu l'as dit, à se laisser emporter par des schémas narratifs, des mouvances, des idées, et se focaliser là-dessus et oublier totalement ce qui peut se passer autour. Et bon, en général, c'est pas top, mais dans l'investissement, c'est même carrément, il y a des risques de perdre son argent assez importants qui sont adossés à ça. Donc du coup, essayer de développer son esprit critique au maximum, même si des fois c'est pas forcément évident. Et après, trouver les bonnes communautés pour le faire, parce que c'est vrai que c'est exposé à des groupes qui sont pas forcément, qui vont un peu contre les idées. Mais bon, il y a le fond, mais aussi la forme. C'est-à-dire que quand vous allez sur des groupes, des réseaux sociaux, avec qui sont pas forcément pour votre projet ou qui ont des idées différentes, faut voir comment s'exprimer aussi, parce que forcément, si c'est pas bien, comment on dit, si c'est pas bienveillant, si c'est vous voyez un peu ce que je veux dire, s'il y a des insultes, si c'est pas constructif, ça va pas vous donner envie de plonger un peu là-dedans, ça va vous rebuter directement. Et c'est un peu le danger aussi. Donc, essayer de trouver des sources de qualité, des personnes aussi, qui peuvent vous sembler avoir une certaine légitimité à parler du sujet que vous voulez étudier, dans tous les cas, pour avoir quelque chose, dans tous les cas, des arguments valables et construits, et mais pas constructif. dans tous les cas, pour pouvoir avancer intelligemment dans tous les cas. Et après, ouais, vas-y. Je voulais dire les qualités. Donc, il y avait le côté humble, le côté ouvert d'esprit, le fait de se remettre en question et de ne rien considérer comme acquis, toujours rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles manières éventuellement de voir les choses. Tu avais peut-être d'autres qualités, toi, que tu voulais partager? Exactement, mais je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, parce qu'on l'a touché du doigt, c'est la patience. Le coup du livret de la tortue, celui qui fait plus attention et celui qui attend, parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, la crypto, ça doit aller vite, c'est des cycles plus rapides, on va faire des multiples plus importants, et donc du coup, il faut devenir riche rapidement. Alors là encore une fois, il y a les dangers de tout ça. Je pense qu'on l'a touché dans d'autres vidéos, notamment sur les stratégies pour les débutants qui sont pas forcément adaptées. Parce qu'il y a non seulement cette confiance, mais aussi le fait que devenir riche rapidement sans trop d'efforts. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà traitées. Mais surtout, si vous êtes dans une vision de long terme, qui est souvent ce qui marche, c'est les personnes qui arrivent à conserver les actifs sur des longues périodes, avec une vraie stratégie, qui au final sont parmi les personnes les plus rentables, si vous arrivez à mettre en place ce genre de stratégie. Mais du coup, il faut de la patience, parce que il faut pouvoir identifier un moment propice à acheter. En général, quand c'est plutôt bas, et encore une fois, on n'arrivera pas à tamer le bottom, mais la période d'accumulation, à chaque cycle, il y en a une, où ça fait un channel, ça fait comme ça. Là, c'est pas mal d'acheter. Et après, il faut pouvoir attendre et pas faire de conneries, tout simplement, pas revendre, pas se dire, là, du coup, faut que j'attende, mais peut-être que si je revends maintenant, il va y avoir un flash crash, je vais pouvoir racheter plus bas. Donc, du coup, dans mon attente, entre guillemets, je vais pouvoir renforcer mon bag. Tout ça, en général, ça, c'est pas des bonnes stratégies. Mais par contre, c'est assez dur. Du coup, oui, une fois qu'on a acheté, qu'on est rentré sur ces positions, on a son bag. Et maintenant, il va peut-être falloir attendre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on sait pas, jusqu'à ce qu'on atteigne nos paliers de sortie ou nos objectifs. Et du coup, peut-être le cycle, il
est comme il est, et peut-être qu'il faudra attendre plusieurs années dans tous les cas pour pouvoir sortir. Et même, j'ai envie de dire, si on n'arrive pas à mettre en place notre stratégie, donc si on n'arrive pas à sortir, ou si tout simplement le prix, peut-être qu'on se dit, ben moi, si j'ai du Bitcoin par exemple, j'ai pas envie de le vendre à moins de 100K parce que j'estime que c'est quelque chose que je sortirai pas avant de 100K, et du coup, le cycle précédent, on n'y est pas monté, bon, du coup, je suis pas sorti, et ben il faut que j'attende un autre cycle, donc il faut que j'attende tout le bear market, toute la première phase haussière du prochain cycle, jusqu'à peut-être au prochain TH atteindre ce palier que moi je me suis fixé pour moi, qui correspond pas peut-être à ce que les gens font. Et je dis pas d'ailleurs c'est mon palier, mais bon, c'est pour vous donner un exemple, parce qu'il y a des personnes qui font comme ça, disent bon, le Bitcoin pour moi il vaut tant et je m'en séparer que si ça arrive à un certain prix. Et donc théoriquement, si le prix atteint pas, je vends pas. Mais du coup, il faut aussi que j'accepte que c'est peut-être pas sur le prochain cycle que ça atteindra mon prix, parce qu'il y a des personnes qui ont des prix plus élevés, et du coup, bon, 200 000 pour le Bitcoin, c'est pas impossible. De là à dire que ça va arriver dans les 2-3 prochaines années, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il faut aussi avoir cette patience pour atteindre sa stratégie, parce que c'est vrai que toujours dans une stratégie long terme, encore une fois, hein, si on s'est passé dans cette optique-là d'investir, d'attendre pour revendre plus cher, eh bien, il va falloir tout simplement du temps. Et c'est vrai que moi, pour l'avoir fait aussi, on a vite tendance à dire, bon, j'attends quelques mois, un an et demi, ça bouge un petit peu, ça bouge pas beaucoup, et tu dis, mais il faudrait pas que je fasse quelque chose, est-ce qu'il faudrait que je mette en place des choses additionnelles pour aller plus vite, pour aller un peu plus loin, et au final, à chaque fois que j'ai essayé de faire des trucs comme ça, c'est pas forcément ce qui a le mieux marché. Je dis pas qu'à chaque fois ça a loupé, mais au final, le gros des gains, c'est vraiment acheter bas et revendre en haut du cycle. Et pour ça, il y a pas 36 000 solutions. Il faut bien se former, apprendre à identifier une période plus ou moins propice pour rentrer. Après, les méthodes, si on en a parlé entre DCA, lump sum, est-ce qu'on rentre d'un coup, est-ce qu'on rentre en DCA, ça, on l'aura touché aussi. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a hacké son bag et qu'on est dans cette position long terme, encore une fois, eh bien, il va falloir de la patience. Et je pense que c'est un truc qui manque un peu. Surtout pour les nouveaux entrants, parce qu'on dit je rentre dans la crypto, faut que ça aille vite. Il y a beaucoup de personnes aussi qui rentrent des fois parce qu'ils ont des soucis d'argent, qui se disent je vais me refaire dans la crypto, ou bon, c'est des sujets qu'on a traités aussi. Et du coup, c'est encore une fois tendre vers ça, parce que si vous l'avez pas, ça vous amène à faire des conneries, quoi, tout simplement. Ouais, et puis après, je pense qu'il faut faire gaffe, parce qu'après, derrière, tu vois, quand on parle de patience, il y a le côté buy and hold, investissement long terme, et sous prétexte qu'on va acheter une crypto-monnaie dans 5 ans ou dans 10 ans, elle aura forcément pris de la valeur. Et c'est là où beaucoup de gens aussi ont du mal à comprendre, c'est que oui, il y a des crypto-monnaies qui ont subi un certain nombre de cycles et qui ont pu, pour certaines d'entre elles, remonter et dépasser leur précédent plus haut. Et ça, c'est ce que vous voyez généralement sur le top 10 de CoinMarketCap. Mais il faut savoir que le top 10 de CoinMarketCap est amené à changer au fur et à mesure des années. D'ailleurs, ils ont fait des screenshots, vous pouvez regarder dans l'historique sur le site, typiquement le top 10 de CoinMarketCap en 2013, 2015, 2017, etc. Vous verrez qu'il y a certains projets qui y sont encore aujourd'hui au moment où on tourne cette vidéo, mais que le top 10 de CoinMarketCap en 2013 n'a rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui, et qui n'aura rien à voir avec celui que peut-être qu'on aura dans 2-3 ans. Donc il faut être très vigilant là-dessus et comprendre que l'écrasante majorité des projets qui subissent par exemple un cycle haussier ou qui apparaissent juste avant un bull run, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ne seront pas capables de survivre à un bear market et ne seront pas capables de redépasser leur précédent plus haut. Et beaucoup de personnes justement se disent pas vendu, pas perdu, je suis patient, oui j'ai peut-être pas vendu à temps, mais c'est bon, au prochain cycle ça va remonter, et c'est pas vrai, tu vois. Il y a des projets qui remontent, mais par rapport aux 20 000 cryptos qui existent aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo sur CoinMarketCap, il y en a une grosse majorité qui de toute façon ne remonteront jamais ou ne survivront pas à un cycle complet, notamment à une période de bear market. Donc juste sous prétexte d'être un investisseur long terme, ou de se dire j'achète une crypto-monnaie et je vais voir dans 5 ans ou 10 ans, je suis convaincu que c'est absolument pas suffisant. Je pense que derrière, il faut aussi, en plus de la patience et en plus des autres critères qu'on a évoqués précédemment, faire attention aux projets qu'on va acheter. Si on fait de l'investissement long terme, il faut que fondamentalement ce soit des projets qui tiennent la route. Il faut que ce soit des personnes qui continuent de développer aussi en bear market, etc., etc. Qui est toute la philosophie qu'on pousse sur la chaîne, quoi. Ouais, pour donner des chiffres, parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais pour imager un petit peu le propos, j'avais vu passer ce que j'étais en train de confirmer, que 91% des projets altcoin qui étaient listés sur CoinMarketCap, donc c'est toutes les cryptos, tout ce qui était listé sur CoinMarketCap en 2014, là actuellement, au moment où ils ont fait cette étude, il y a 91
91% des coins qui sont dead, donc, qui sont morts, qui n'existent, qui sont plus en circulation. Bon, mais Dogecoin c'est un peu c'est un peu l'exception, donc il revient de loin. Mais voilà, sur un petit peu moins de 10 ans, parce que ça fait 2014, maintenant 2023, bon, on va dire 8-9 ans, il y a 91% des cryptos qui n'existent plus tout simplement. Et je pense que, et ça on parle de 2014, donc il y avait moins de layer 2 pour développer d'autres cryptos, c'était moins facile, il n'y avait pas la BSC, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, ou alors ça commence juste à émerger. Et là, du coup, il y a le nombre de cryptos qui explose exponentiellement, les projets un peu shitcoin à l'appel. Et là, je pense, du coup, dans 10 ans, on va vraiment être sur une stat de 95, de 87, 97%, parce qu'il y a beaucoup de scams, il y en a de plus en plus. Je sais plus le nombre de projets scams, j'avais passé le chiffre aussi en 2022. Enfin, tous les ans, on augmente le nombre de cryptos, mais on augmente aussi le nombre de projets qui sont pas valables, le nombre de scams, parce que c'est de plus en plus facile d'entrer dans ce monde-là, de lancer un token, lancer un projet à partir de rien, et les barrières d'entrée sont de moins en moins. Donc, du coup, il y a ce que dit Thibaut, avec le côté chiffre, il faut vous dire que 95%, 96% des altcoins, dans 10 ans, ils n'existeront plus, quoi. Donc, il faut bien aussi sélectionner ses projets, rentrer sur les choses sérieuses, et aussi peut-être savoir sortir à temps. Bon, ça c'est encore une fois, c'est facile de le dire, c'est beaucoup moins facile à faire, mais il faut le savoir et avoir ça en tête pour savoir aussi couper ses pertes sur certains projets qui ne remonteront pas, parce qu'encore une fois, les statistiques sont pas en notre faveur, et c'est pas en achetant n'importe quoi et les low cap à part après le top 100, après le top 200, après le top 300, et qu'on va le garder sur plusieurs années, que ça va forcément marcher. Et statistiquement, encore une fois, pour illustrer ce qu'a dit Thibaut, c'est pas le cas, et il y a très peu de chances que ça soit le cas dans le futur aussi, quoi. Et moi, je vais aussi donner une autre qualité là dans cette vidéo que je pense qui est importante. Et on l'a déjà évoqué ensemble sur plusieurs vidéos, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est d'essayer d'avoir des attentes qui soient réalistes dans la crypto-monnaie. Ça, je pense que c'est une qualité qui est importante. Et c'est vrai que c'est difficile à faire parce que dans la crypto, tu vois, des fois 100, des fois 1000, des personnes qui ont fait des fois 10 000 sur des projets, ça a existé. Je pense que ça continuera encore d'exister le temps qu'on est encore sur un marché très volatile, encore peu connu sous certaines petites niches. Néanmoins, est-ce que c'est ce qu'on doit absolument rechercher quand on investit? Je suis pas persuadé. Et d'ailleurs, les personnes qui ont réussi à sortir avec des bénéfices qui sont importants, c'est pas des personnes qui ont essayé de timer de toute façon le top ou qui ont vendu, enfin qui ont acheté au plus bas et qui ont revendu au plus haut. Parce que quand vous voyez des projets qui ont fait par exemple du x 10 000 sur un bull run, souvent on va vous prendre le plus bas et bien évidemment le plus haut du top. Mais la réalité c'est que personne n'a réussi à faire ça, ou peut-être une ou deux personnes, mais c'est tellement une minorité que derrière les chiffres aussi peuvent être pas mal de fois trompeurs. Et le plus important, je pense que c'est d'avoir des attentes réalistes et de se rendre compte de ce qui existe aussi à côté. C'est-à-dire que quand on est dans la crypto, on fait un x10 sur un an et demi. Sur notre portefeuille, on va considérer que c'est de la merde parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un x100 ou un x1000. Alors que si on regarde dans les marchés traditionnels, faire un x10, c'est juste monstrueux. Dans l'immobilier, pour faire un x10, vous pouvez courir pendant un certain temps. Pour investir sur du S&P 500 ou sur un ETF MSCI World, c'est pareil. Pour arriver à faire un x10, vous avez intérêt d'être très patient en mettant en place les intérêts composés très tôt. Donc derrière, en fait, il y a des trucs qu'on considère nuls dans la crypto-monnaie, alors qu'à côté, justement, c'est un truc qui est juste phénoménal. Tu vois, une bonne année en bourse, un bon rendement sur une année, on considère que c'est à peu près 10%. Tu vois, en crypto-monnaie, si tu arrives à faire du 10%, si tu arrives en moyenne sur 5 ans, par exemple, à faire du 10%, tu dis vraiment, tu as été nul, quoi. Juste en faisant du buy and hold sur du Bitcoin, en moyenne, tu feras largement plus, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a une décorrélation un petit peu entre les attentes qu'on peut avoir dans la crypto-monnaie et puis les mettre aussi en relation et en corrélation avec ce qui se fait à côté. Et je trouve que c'est pas tout le temps très simple, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup pour te dire, parce que peut-être donner quelques clés, tu vois, pour te dire, euh, un x 10 par exemple, comment tu te dis, bah tiens, je sais pas, j'ai investi X capital, à partir de combien de multiples tu commences éventuellement à récupérer peut-être ta somme initiale, tu vois, pour avoir des attentes qui soient assez réalistes et pour que les gens se retrouvent pas derrière avec des fois des plus-values latentes qui sont hyper élevées sans avoir eu la capacité ou l'envie de prendre des bénéfices, quoi. Ouais, après, là, encore une fois, ça va être au cas par cas, ça dépend. Mais après, il y a, comme règle générale, après, bon, ça, à vous de voir si vous l'appliquez ou pas. Mais il y a pas mal de personnes qui considèrent que c'est pas une mauvaise idée. Et moi, j'en fais partie aussi. À partir du moment où il y a un coin qui fait x10, que vous avez mis n'importe
quel que soit le capital que vous avez investi, si vous arrivez à x10, vous sortez 10% de la somme pour récupérer votre capital. Et après, vous voyez, soit vous sortez par palier, mais au moins vous avez sécurisé le capital principal. Votre principal, vous l'avez retrouvé. Après, idéalement, il faut réussir à sortir des plus-values. Et après, ça dépend un peu de votre stratégie, votre position par rapport au risque. Est-ce que vous sortez par palier tous les, je sais pas, vous pensez que si ça fait un fois 11, est-ce que vous ressortez 10%? Enfin, après, il y a plein de manières de le faire. Ou est-ce que vous êtes un peu plus joueur, entre guillemets, est-ce que vous faites du free ride, donc vous avez récupéré votre principal, vous considérez que ce qui reste dans le projet, c'est que du bonus, et dans tous les cas, vous êtes prêt à passer à côté de ça, mais du coup, vous vous dites peut-être si je le laisse, on verra bien dans tous les cas. Et peut-être que je sortirai d'un coup quand ça aura fait 1 x 20. Peut-être que je sortirai pas parce que ça va se péter la gueule. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de conserver son principal. Donc après, il y a plusieurs... il y a plusieurs manières de le faire, mais voilà, si ça fait 1 x 10, sortir 10%, c'est une manière. Après, il y a d'autres personnes, voilà, qui sont beaucoup plus conservateurs. Même 1 x 2, il y en a qui récupèrent le principal, il n'y a pas de souci, même avec des plus-values. Bon, ça dépend des stratégies, ça dépend les montants, ça dépend les objectifs. Si c'est des petits coins, voilà, si vous ne mettez pas beaucoup, limite, voilà, si le principal pour vous, ou alors si ça provient de plus-value sur votre principal, voilà, si vous avez fait un gros investissement, vous avez récupéré votre principal plus des plus-values, ces plus-values là, pourquoi pas une partie investir dans des projets un peu plus à risque. Et là, du coup, le principal, c'est une petite allocation pour aller prendre un peu plus de risques, pour tenter le coup. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à votre capital initial. Vous avez récupéré des plus-values à côté. Donc là, pourquoi pas aller chercher un peu plus de rendement avec du risque sans forcément chercher à récupérer le principal investi. Dans tous les cas, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend des stratégies que vous mettez en place. Ça dépend de vos objectifs. Si c'est votre allocation dans la crypto, c'est pas votre principal actif financier. Vous pouvez vous permettre peut-être plus de choses. Voilà, si vraiment pour aller chercher de la rentabilité sur un portefeuille qui en a peut-être pas assez à côté avec de l'action, d'immobilier, vous allez peut-être pouvoir vous permettre plus de choses que quelqu'un qui compte là-dessus pour atteindre la liberté financière, ou qui c'est son seul actif financier, la crypto, qui commence juste. Donc il y a peut-être une différence de gérer le risque, mais dans tous les cas, et je me répète encore une fois, mais conserver le principal et chercher à le faire grossir à travers récupérer des plus-values dans tous les cas. Et après, il faut se renseigner sur comment le faire, et surtout comment le faire par rapport à nous, parce qu'il y a des techniques qui marchent très bien, mais pour notre cas, parce que pas ça adapté, sera pas, pour nous. voilà, ça sera pas adapté, ou on sera pas capable de le tenir, parce qu'il faut être soit super patient, soit avoir une tolérance à la volatilité énorme. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est pas faisable, et c'est ok. Mais bon, ça, avant de s'y être frotté un peu, ça va être compliqué de le savoir. Donc. Et je terminerai du coup cette vidéo en donnant une dernière qualité que je trouve indispensable pour les personnes qui investissent et qui souhaitent investir sérieusement et durablement dans le domaine des crypto-monnaies sans pour autant se cramer les ailes, par exemple en bear market. C'est de savoir gérer le risque. Et donc, c'est relié un peu avec les précédentes qualités qu'on a dit, hein. Se remettre en question, être ouvert d'esprit, rester humble, ne pas considérer les choses comme acquis, accepter de se tromper, ne pas chercher forcément à avoir raison, être patient. Tout ça, c'est des choses qui vont rentrer justement là-dedans. Mais quand je parle de gestion de risque, c'est aussi tout ce qui va être lié à l'allocation d'actifs, savoir les positions qu'on va mettre sur chacun des différents projets, savoir aussi gérer correctement son budget pour pas non plus être trop exposé à la crypto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non mais c'est bon, moi pas de souci, je gère le risque, j'investis pas plus d'argent que ce que je suis théoriquement amené à perdre, c'est de l'argent que j'ai pas besoin pour pouvoir vivre, etc. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre comprendre ces notions qu'on sait tous en fait au fond de nous et les vivre véritablement quand on est en bear market. Parce que quand on a investi sur des projets, même si on n'a pas trop investi, même si on a fait attention à tout ça, quand on se prend une volatilité qui peut aller sur certains altcoins de 95 jusqu'à 97, 98% de volatilité sur un portefeuille, c'est énorme, c'est juste monstrueux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans la crypto-monnaie perdent de l'argent, et la majorité des investisseurs perdent de l'argent dans la crypto. Faut pas mentir non plus, hein. Justement parce que au niveau de la volatilité, au niveau des biais cognitifs, c'est quelque chose qui fait énormément peur à beaucoup de personnes. Pour certaines personnes qui investissent déjà sur le marché action, moi je me souviens que j'avais déjà échangé avec des personnes qui étaient dessus la dernière fois, et ils me disaient mais c'est bon, moi je suis habitué à la volatilité, et ils avaient encore jamais investi dans la crypto. Et typiquement, c'était des personnes qui disaient moi des volatilités de 20% annualisées, ça va, je maîtrise, je comprends. Tu vois, non mais là dans la crypto, du 20%, tu peux l'avoir en une journée quoi sur ton portefeuille très largement.
Et en bear market, tu peux avoir des projets qui perdent 97-98% de sa valeur. C'est-à-dire que tu investis 100 euros, il peut te rester 2 euros à la fin de l'année. Ça, et pour après peut-être remonter et redépasser son précédent plus haut. Et c'est ça aussi la vérité, et que faut avoir les nerfs solides. Et je pense que pour maîtriser les risques au maximum, il faut avoir toutes les qualités qu'on a dit précédemment. Si on est entêté sur notre vision des choses, si on n'est pas ouvert d'esprit, si on n'est pas capable de se remettre en question, etc., comment on peut être capable aujourd'hui de maîtriser totalement les risques liés à l'investissement? Et je pense qu'il y a aussi, c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir créer une stratégie sur mesure qui va vraiment vous correspondre. Parce que si aujourd'hui vous vous dites, bah moi, 10 000 euros par exemple investis dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est pas énorme pour moi, vous savez pas derrière comment vous allez réagir. Peut-être que pour vous c'est pas beaucoup, mais derrière vous pouvez peut-être prendre des décisions extrêmes ou faire n'importe quoi avec votre argent, parce que justement vous n'êtes pas habitué à avoir une volatilité aussi importante et avec des risques aussi qui sont aussi importants. Et c'est pour ça que j'invite à toutes les personnes qui souhaitent commencer à investir dans la crypto-monnaie, on va dire, de se former, de faire attention à ce qu'ils font, de suivre éventuellement les bonnes personnes, de prendre le temps et surtout d'y aller petit à petit. Si vous avez un budget, par exemple, de 10 000 euros, commencez déjà avec un budget de 500, 1000 euros et de voir déjà comment ça fonctionne pour vous. Et après, d'augmenter. Commencez pas avec un capital important, faire des erreurs, subir la volatilité de plein fouet et puis après, payer vos erreurs quelques années après. Ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire, et c'est d'ailleurs des erreurs qu'on avait faites nous aussi avec Mickaël, Théo, Benjamin, etc., que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un petit peu les recommandations qu'on pourrait vous faire. C'était pas forcément structuré, parce que comme à notre habitude, on essaie de faire des vidéos un peu plus spontanées sous forme d'échange avec Théo, Mickaël, etc. Puis c'est un contenu qui semble vous plaire jusqu'à présent, donc on va rester plutôt là-dessus. Si vous avez d'autres qualités éventuellement qu'on n'aurait pas évoqué dans cette vidéo et que vous souhaitez compléter, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre aussi. Le lien est dans la description. Et enfin, pour tous ceux qui veulent plutôt se faire accompagner ou qui veulent avoir des sessions personnalisées pour investir durablement dans le domaine des cryptos, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec nous. Vous cliquez sur le lien, vous réservez un créneau avec nous, et puis il y aura tout un petit questionnaire pour connaître votre profil d'investisseur, ce que vous avez fait, etc. Et puis voir finalement comment on pourrait être amené à pouvoir vous accompagner à aller plus loin dans le domaine des cryptos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.